Bienvenue à compte complet de notre balado sur le monde du baseball, à la en compagnie de Marc Griffin. Marc, on est rendu à 40 matchs, donc c'est à peu près le moment où tu disais, ben, je veux me faire une idée après 40 matchs. Rapidement, ce qu'on voit dans les différentes sections, si je te demandais, est-ce que, bon, il y a nos prédictions qu'on avait fait, je pense que ça s'est avéré. Les constats, on les fait pas mal de chaque semaine, là, mais est-ce qu'il y a des choses qui t'ont frappé là, dans chacune des deux ligues? Bon, évidemment, il y a des surprises, il y a des déceptions, Mhm. il y a des divisions où ça se passe quand même relativement bien. Je pense à la division Est de la Ligue américaine. Ouais. Oui, les Red Sox, ce sont évidemment une surprise, il y a pas de doute là-dessus. Je dirais par contre, la plus grande surprise reste pour moi les Giants de San Francisco qui Ouais. mènent la division Ouest de la Ligue nationale devant les Padres, devant les Dodgers et on continue de bien faire, un excellent différentiel. Donc, ça va très bien. Par contre, au niveau des déceptions, il y a vraiment une équipe qui ressort du lot, Alain, et c'est les Twins du Minnesota. Au moment où on tourne ce balado, 13-26, l'affiche des Twins du Minnesota. On pensait sérieusement qu'ils allaient chauffer le derrière des White Sox de Chicago dans cette centrale. Et là, on est déjà quoi? 11 matchs et demi de retard. Là, je vais bien croire que seulement 25 de la saison, Alain. C'est pas mal meilleur que moi en mathématiques. Mais de rattraper 11 matchs et demi, sachant que les White Sox, bon, mais là, juste à 500 de moyenne pour le prochain quart, si tu veux. Ça va être quand même tout un défi pour les Twins de revenir dans cette course. Alors, euh, je pense qu'il faut d'ores et déjà se poser des questions du côté de qu'est-ce qui se passe réellement du côté des Twins du Minnesota. Rapidement, je sais que la relève est affreuse parce que bon, Buxton était là en début de saison et malheureusement, il est blessé. Il allait bien. Je regarde le MPP de Donaldson, c'est très respectable. Nelson Cruz frappe. C'est pas l'attaque le problème nécessairement. Ça se passe vraiment au monticule du côté des Twins. Ouais, je suis bien d'accord avec quant à ton analyse de ce qui se passe. Bon, la- peut-être la chose sur laquelle on aimerait voir. Bon, on a vu, on va voir cette semaine quatre équipes de la section Est de la nationale. C'est pas le fait que ce soit serré, on le prévoyait, c'est juste que on s'attendait à une qualité de jeu peut-être un peu supérieure, là. Ouais, surtout les Braves. Je m'attendais à ce que les Braves soient Mhm, bien meilleurs. Bon, vous allez dire, il y a quoi, ces deux, trois matchs sous la barre des 500. Il n'y a rien vraiment de paniquant à ce mhm, stade-ci parce que les Mets ne s'envolent pas non plus avec le premier ouais. rang. Enfin, on ne distance pas personne. Écoute, il y a à peu près quoi, trois matchs là, qui séparent la pire équipe à la Mhm, meilleure. Alors, mais effectivement, je commence à me demander, Alain, si une de ces équipes-là va réaliser mhm, les 90 victoires cette année. À ouais. voir comment tout ça se déroule. Pas certain qu'on va se rendre comme champion de division à plus de 90 victoires. On avait pensé ça ainsi de la division centrale de la nationale. Ce sera peut-être le cas aussi dans la division Est. Bon, je veux qu'on parle, oui, des Dodgers, mais du retour en quelque sorte d'Albert Pujols, pas mal plus tôt que prévu. Il y a des équipes avec lesquelles on le voyait. Bon, les White Sox, on l'a associé beaucoup à Tony La Russa. Tony La Russa, même avec un frappeur de choix, dit non. En fait, il a eu la même réflexion, je pense, que Joe Madden. C'est pas un joueur présentement qui est capable de nous aider. Et on l'a souvent mentionné, les Dodgers, c'est une équipe qui a beaucoup de frappeurs gauchers. La raison pour laquelle on a amené A.J. Pollock avec cette équipe-là, même si on avait plusieurs voltigeurs, plusieurs joueurs de qualité, c'est parce qu'on avait peut-être une faiblesse. Chris Taylor était pas mal tout seul du côté droit. Will Smith s'en vient, mais on voulait plus de profondeur. J'ai l'impression que c'était dans cette optique qu'on a décidé d'aller vers Albert Pujols. Il a déjà joué au premier, à son premier match, a produit un point. Euh, moi, ben, franchement, je ne m'attends pas à une grosse contribution. En fait, même si Pouros lui-même, évidemment, ne dira pas ben, il ne me reste plus grand-chose parce qu'il veut jouer encore. Je pense qu'on le citron, dans le cas de Pouros, on l'a pressé. Écoute, il est là depuis 2001. C'est une belle carrière. Je comprends qu'ils veulent continuer de jouer. C'est plaisant, jouer au baseball. C'est plaisant de se retrouver avec dans une camaraderie, dans un vestiaire et tout ça. Mais il faut que tu sois capable de contribuer. Je ne suis pas sûr que Albert Pouros est capable de le faire encore. Ben, depuis 2017, son fameux WAR et en fait tous les Mhm. statistiques avancées nous indiquent que c'est un joueur sous la moyenne présentement. Donc, Mhm. c'est évident qu'il n'apporte pas bon,
Bon, avec les Angels, c'est une chose. Les Angels vont nulle part, même si Mike Trout est là. Bon, Ohtani connaît une saison remarquable. C'est sûr que le rendement, c'est pas le type de joueur. Et je comprends l'organisation des Angels d'avoir agi de la sorte, même si parfois tu dis comment traiter un joueur qui s'en va directement au temple de la renommée Mhm. à sa première année d'admissibilité. Ça reste une business, puis ça reste qu'à un moment donné, il faut poser des gestes. Du côté des Dodgers, ben, tu as parlé évidemment du frappeur droitier qu'il est. Il a quand même toujours, s'il y a un aspect qu'il a toujours été quand même supérieur à la moyenne, c'est face au lanceur gaucher. Mhm. Donc, s'il peut avoir bon, des départs face à des lanceurs gauchers, il a joué au premier but. Max Muncy, qui est joueur de premier but, est polyvalent, peut aller jouer ailleurs. Mais la question que je me pose, Alain, bon, Bellinger devrait revenir éventuellement sous peu. Est-ce qu'on pourrait le mettre au premier but davantage? Parce qu'on sait que c'est une position avec laquelle il Mhm. est capable de jouer là. Éventuellement, bon, Seager est absent pour 4 semaines au minimum. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, tout ce beau monde-là vont revenir. Et moi, ce que j'ai peur, c'est que cette magnifique carrière de Pujols, bon, là, il s'engage avec les Dodgers, mais tout à coup, qu'après 4 semaines, 5 semaines, ça ne marche pas. On va accepter en faire une deuxième équipe qui te remercie, entre guillemets. Mhm. Est-ce que c'est vraiment la fin de carrière souhaitée pour Albert Pujols? Je me pose souvent la question, là, est-ce qu'on Mhm. s'accroche un peu trop? On sait que ça va être le même scénario avec Miguel Cabrera, avec les Tigers, puis avec un lourd contrat. Il reste encore 2 ans plus des options. Je pense pas qu'on va aller avec les options, mais au moins 2 autres années. Mhm. Je trouve ça plate de finir ainsi des carrières Ouais. phénoménales dans le cas d'Albert Pujols. Mais ceci étant dit, tant mieux si ça fonctionne, tant mieux s'il y a une nouvelle énergie Mhm. avec les Dodgers, tant mieux s'il peut contribuer et être avec une équipe qui aspire aux grands honneurs. Ce serait le meilleur des scénarios. Mhm. Reste à voir, mais l'échantillon est assez large, Alain, 2017, là, on Ouais. parle de 3-4 ans où c'est sûr que ce qu'il peut amener sur un terrain est quand même assez limité. Mais peut-être qu'avec les Dodgers, on va trouver la solution pour qu'il puisse jouer toute la saison et qu'il termine la saison et qu'il aide les Dodgers. Mais à ce stade-ci, je pencherais plutôt du côté où je ne suis pas certain de ce que ça va donner Mhm. là, dans Ouais. cette ère-là. Ceci étant Ouais. dit, on sait qu'il s'en va à Cooperstown directement après sa carrière. Oh, oui. Effectivement et bon, quand? Ça va dépendre quand il va décider d'accrocher son gant. Hier, on a fait un match hier lundi, on a fait un match impliquant les Mets de New York et les Braves d'Atlanta et on a vu des images qui n'étaient pas très agréables à voir. C'est Kevin Pillar qui a été atteint en plein visage par un tir. Lui-même, bon, a indiqué qu'il allait bien. Donc, je dirais, même si on n'a pas de nouvelles précises, les choses semblent positives. Je ne pense pas qu'ils reviennent demain matin au jeu avec les Mets, ce qui est fort dommage parce que là, les soldats commencent à tomber dangereusement. On va manquer de joueurs à ce rythme-là. Marc, bon, tu fais quoi pour revenir au jeu après avoir été atteint? C'est pas le premier qu'on voit. On a donné des exemples lors du match qu'on a fait. Giancarlo Stanton, Jason Hayward. Il y a des joueurs qui n'en sont jamais revenus. Moi, en tête, j'ai Dick Eaton. Dick Eaton, qui était un excellent joueur d'arrêt-court avec les Astros de Houston début des années 80, atteint en plein visage par un tir de Mike Torres. N'a jamais été le même joueur par la suite. On l'a surtout utilisé contre les lanceurs gauchers. Euh, j'ai l'impression que c'est pas pareil d'un joueur à l'autre. Je ne sais pas si tu as été témoin de joueurs Ouais. qui ont été atteints, qui ont été marqués par ça, Marc, mais écoute, je ne sais pas s'il y a une façon de faire là, pour un joueur. Est-ce qu'on doit revenir le plus rapidement possible? Bref, j'ai pas de. Tu pourras peut-être m'éclairer là-dessus et éclairer les gens Ben, qui nous regardent, là. mais écoute, c'est pas c'est un traumatisme. C'est Mhm. pas différent peut-être que, par exemple, je sais pas moi, un accident de voiture là, où tu étais impliqué dans un accident de voiture, ça a cogné dur. Souvent, ben, on va dire effectivement, prends le volant, et une fois que tu es rétabli, prends le volant rapidement, reprends confiance, retrouve tes repères. C'est un peu le même processus, mais la clé, tu l'as dit, c'est que tout le monde est différent. Euh, Comment Peller va faire confiance, entre guillemets, à ce qu'un lanceur ne lui lancera pas en plein visage après son retour au jeu. C'est sûr qu'il va avoir une petite, ou en fait, selon le joueur, peut-être une plus grande période d'adaptation lorsqu'on revient. Tu as parlé de Giancarlo Stanton, tu as parlé de Hayward. Ça a pris quand même un certain temps avant que ces gars-là puissent vraiment retrouver leur rythme d'avant lorsqu'ils ont été atteints. Donc, écoute,
c'est pas facile. J'en ai vu des joueurs atteints. Il y en a d'autres qui ça leur dérangeait pas du tout, d'autres qui ont pris beaucoup plus de temps avant de revenir. Et je parle même pas de blessures aussi importantes que celle de Peller qu'on a vu hier. On parle de multiples fractures. Il s'en va voir un spécialiste pour la reconstruction du nez à Atlanta dans les prochaines heures. On devrait avoir donc des nouvelles cette semaine, mais ça reste, ça reste. Je sais que c'est plate à voir, c'est plate à subir, là, de toute évidence. Heureusement que ça n'arrive pas trop souvent, Alain, dans le baseball. Et on voit de plus en plus ce fameux ces protecteurs, là, le casque protecteur, mais on ajoute cette espèce de languette là, qui vient protéger. Je ne sais pas si ça aurait aidé dans le cas de Peller, mais chose certaine, tout se passe dans la tête. C'est-à-dire que qu'est-ce que est-ce qu'il va y avoir une certaine peur, une certaine crainte au départ? Probablement. Mais j'espère et j'ose croire, si on se fie à Giancarlo Stanton ou à Hayward pour nommer ces deux-là, ils ont quand même été en mesure de reprendre leur service, même si ça a pris un certain temps. C'est à souhaiter. Évidemment, Peller connaissait quand même une saison bien correcte, bien honnête avec les Mets depuis le début, mais il m'a dit comme toi, et là, il va falloir puiser assez profondément dans l'organisation pour avoir assez de joueurs pour jouer du côté des Mets de New York. Oui. Est-ce que tu penses qu'on pourrait éventuellement développer un équipement qui pourrait protéger davantage le visage là, pour, je dirais, et le frappeur et le lanceur qui se retrouvent souvent à seulement 50 pieds du marbre en déséquilibre et les balles qui arrivent du bâton, souvent, ça revient plus vite que c'est parti. Là. Est-ce- J'ai l'impression qu'on pourrait aller de ce côté-là, moi. Écoute, à chaque fois qu'un incident de la sorte survient, on est toujours en train de se poser la question. Puis là, tu as l'impression que pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, il ne se passe plus rien. Fait que tu dis, bon, ben finalement, c'est le fruit du hasard, ça arrive pas trop souvent. C'est sûr qu'il y a plusieurs choses à l'étude. Tu regardes, il y a déjà des espèces de masques de lanceurs qui, bon, souvent, c'est les gens qui jouent à la balle molle, par exemple, qui utilisent ce genre Oui. de protection-là. Mais c'est vrai que tu sais, le frappeur arrive avec une armure aujourd'hui, le coude, le poignet, bon, l'avant-bras, la cheville. Certains ont l'air à peu près du chevalier O'Keefe là, lorsqu'il se présente au bâton. Mais effectivement, bon, ce qu'on a vu, c'est cette fameuse languette-là bon, qui semble être de plus en plus populaire chez certains joueurs, mais tous ces changements-là prennent souvent du temps. Euh, mais encore une fois, est-ce qu'on va arriver véritablement? Rappelle-toi la fameuse casquette euh, Mhm. qu'on avait formée. C'était une sorte de protection. C'était pas tout à fait un casque protecteur, c'était une casquette, mais qui avait une certaine protection pour les coups à la tête. Il y a un ou deux joueurs qui l'ont utilisé. C'est plus le cas aujourd'hui. Ça va être des tendances malheureusement qui vont être très difficiles à changer dans le baseball. Oui. Bon, il faut dire que dans le cas de la casquette, c'est qu'il y avait eu une vague, il y en avait eu plusieurs lanceurs dans un laps de temps très court qui avaient été atteints par des tirs à la tête. Bon, un de ceux-là, c'était le releveur numéro un des Yankees, Haroldis Chapman. Il y en avait eu plusieurs qui avaient été qui avaient été atteints à la tête, qui avaient réveillé la conscience de certains. Donc, à ce moment-là, mais bon, c'est vrai que la casquette n'était pas très esthétique. Mais d'un autre côté, bon, tu veux-tu bien paraître ou tu veux te protéger? Il y a les 2 là-dedans, là. Ouais. Mais Mais malheureusement, on met souvent de côté, tu sais, une fois que c'est arrivé, on trouve ça plate, on en parle, ouais, mais souvent, ben, on met ça dans la filière 13, puis ouais. on se croise les doigts que ça n'arrive plus, là. Bon, je veux qu'on parle des Phillies de Philadelphie et si j'étais Joe Girardi, je serais assez nerveux de ce temps-ci. Les attentes étaient élevées comme bon, c'est une section qui n'est pas aussi relevée qu'on l'attendait. Les Phillies qu'on va voir plus tard cette semaine d'ailleurs, contre les Marlins. Et là, dimanche, je ne sais pas si c'est un trop plein de frustration, mais il y a eu, bon, conversation assez corsée entre, John Segura et le gérant des Phillies de Philadelphie. Et pour remettre en contexte, c'est que dimanche, bon, on a passé la fin de semaine contre les Blue Jays de Toronto, ça s'est pas très, très bien passé. Et en défense dimanche, ça a été épouvantable. Et John Segura a mal jugé un courbon sur une balle qui n'était pas frappée très solidement. La balle est passée en dessous de son gant, ça a continué derrière lui. Ça allait déjà pas bien pour les Phillies. Et lorsqu'on a changé de lanceur plus tard dans cette manche, généralement, tout le monde se regroupe au monticule, question, bon, peut-être d'encourager le lanceur. John Segura n'était pas là.
Est-ce que c'est ça qui a causé la discussion? Même l'instructeur Dusty Walton a dû s'en mêler pour, empêcher que la situation s'envenime. Ce que j'ai cru voir, moi, dans ce contexte-là, c'est, bon, comme je disais, une équipe qui joue en deçà des attentes, une équipe frustrée. Puis souvent, quand ça va pas bien de cette façon-là, on pointe le gérant directement. Est-ce qu'on pointe, en tout cas dans mon cas, est-ce que je pointe mon doigt dans la bonne direction quand je vise Joe Girardi? Ben, non, tu directement dans le mille parce que le gérant est quand même responsable de cet esprit d'équipe, de cet esprit. Tu sais, lorsque ça va bien, c'est facile. Lorsque ça va moins bien, c'est là faut être en mesure de s'assurer que tout le monde, bon, est détendu. Tu sais, le baseball, là, si tu commences à jouer tendu, puis ça va être pire. Alors, s'assurer que tout le monde est détendu, tout le monde fait son travail. C'est pas facile, là. Tu gères, un gérant, n'oubliez pas, là, un gérant va gérer 26 maintenant, là, 26 PME, là, 26 joueurs qui pensent beaucoup à eux individuellement. C'est comme ça aujourd'hui. Oui, on pense à l'équipe. Le joueur va dire on veut jouer en équipe, on veut gagner en équipe. Mais ça reste que chaque joueur, bon, son utilisation, sa relation qu'il a avec le gérant, bon, tout ça doit être géré de façon pratiquement individuelle par le gérant. Et c'est pas facile. Par contre, dans ce cas-ci, tu l'as dit, un peu de frustration, on ne joue pas à la hauteur. Il y a quelques blessés, mais ça reste que on ne sent pas que c'est de la bonne balle. Tu as parlé du jeu défensif de dimanche. Girardi n'en était pas fier, évidemment. Lorsque tu es gérant, tu vois ton équipe jouer Oui. de la sorte, c'est sûr que tu veux trouver des moyens. Alors, est-ce que son moyen, c'était d'être un peu sarcastique avec Segura? Segura ne l'a pas apprécié. Bon, il faut laver notre linge sale en famille. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Ça va arriver sur une longue saison. Il faut juste que ça arrive pas trop souvent. C'est correct. Comme on l'a mentionné, les équipes qui vont bien, d'autres moins bien, puis c'est une longue saison, puis bon, il y a des passages à vide. Mais lorsque ça commence, je veux dire, c'est pas. Lorsqu'un joueur est prêt, parce qu'on ne se le cachera pas, Alain, tous les joueurs sont conscients que les caméras sont partout maintenant. Là. C'est pas. Je pense pas que Segura va être surpris là, que sait qu'on a capté des choses ou qu'une caméra ou un micro a capté quelque chose. Alors, il faut que lorsqu'on est rendu là, c'est qu'une frustration qui va au-delà de ce qui est, selon moi, normal. Parce que sinon, on attend après le match, on vente les manches, on peut-tu se parler en dehors des caméras et des micros, on peut-tu aller derrière l'abri. Lorsque ça vient un petit peu plus public, directement, comme ça, c'est moins bon. C'est clair que c'est moins bon. J'espère qu'on va être en mesure de se parler, mais des chicanes de la sorte de frustration, pas un bon signe. C'est pas un bon signe. Puis j'espère que. Et il y a une chose qui va corriger tout ça, ce sont des Oui. victoires. On se met à gagner, là, soudainement, bon. Mais si on continue à jouer, 500, un petit peu en bas de 500, on perd 2 matchs, on en gagne 2, ça, malheureusement, ça peut devenir un peu plus récurrent et c'est là le danger là, qu'un gérant vraiment perde le contrôle de la situation. Tu as été, dans des vestiaires dans plusieurs équipes, avec des équipes qui avaient des attentes. Bon, les Dodgers ont bon, un réseau de filiales qui a toujours été relativement bien garni, même à ton époque. Ton époque, le problème, c'est que les Dodgers ne les faisaient pas monter parce qu'on embauchait des joueurs autonomes. Ça a coûté cher aux Dodgers d'ailleurs. Les Expos, le réseau de filiales, on a vanté, le travail des recruteurs, pendant une bonne partie de l'histoire de l'équipe. Euh, Bon, mais est-ce que c'est inévitable quand tu as une vingtaine de jeunes qui veulent tous la même chose? Et comme tu le mentionnais, le baseball, c'est le plus individuel des sports d'équipe. Est-ce qu'à un moment donné, les frictions, c'est inévitable au sein d'une équipe Ben, professionnelle? c'est une bonne question, Alain. Puis je vais juste, tu sais, rappelle-toi de Jerry Royster. Je sais pas si tu te rappelles Mhm. de Jerry Royster, qui est un joueur qui a joué longtemps avec les Braves, entre autres. Il a été mon gérant. Jim Tracy. Bon, Jim Tracy a été aussi mon gérant. Ces deux gérants-là communiquaient très bien avec les joueurs. Alors, c'est sûr que sur une longue saison, dans les ligues mineures, tu vas bien, on ne te monte pas, ou tu vas bien, puis on décide de te descendre. Je te dirais qu'il y a encore plus de défis ou de frustrations possibles. Mais à ces deux gérants-là, je n'ai jamais vu de conflit. Est-ce qu'il y a eu des défis? Absolument. Est-ce qu'il y a eu des joueurs frustrés? Absolument. Mais c'était toujours réglé de façon bon, professionnelle, de façon
on va communiquer aux joueurs, on va parler davantage pendant que le joueur vit une situation un peu plus difficile. Ces gars-là savaient comment bon, le faire. Par contre, j'ai Mhm. eu d'autres gérants qui ne sont pas nécessairement connus, où il y avait des relations plus difficiles. Et la première chose que je vais noter, c'est qu'effectivement, la communication était difficile. Et lorsque la communication est difficile, Alain, tu le sais, lorsqu'on ne parle pas, tu te fais toutes sortes d'idées dans ta tête. Bon, il ne m'aime Mhm. pas, il ne m'apprécie pas, il pense pas, il pense pas à moi. Et bon, alors ça, c'est arrivé. Et lorsque ça arrive. Donc, rappelle-toi de Joe Girardi lorsqu'il a quitté les Yankees de New York. Je te dirais que la grande critique, la plus grande critique, c'était son manque de communication à travers le vestiaire. Puis je sais, je reviens encore, c'est très difficile d'avoir une bonne relation avec tout le monde, mais sans avoir nécessairement toujours une bonne relation, tu peux avoir un respect et une communication qui est très professionnelle, mais qu'une communication quand même. J'ai comme peur dans ce cas-ci que ça revienne hanter Joe Girardi, où comme j'ai mentionné, lorsqu'il y a vraiment une frustration devant caméra, devant coéquipier de cette façon-là, euh, c'est encore moins pire si on le fait dans le vestiaire. Tu sais, avant que la porte s'ouvre aux journalistes, des fois, tu peux laver ton linge sale. Hey, ça va pas, les gars. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut brasser un peu la soupe parce que là, tout est en train de coller au fond. Mais comme j'ai mentionné de le faire publiquement même, ça m'indique des choses que j'aime pas. Et c'est Mhm. vraiment un manque de communication. Et c'est malheureusement un des problèmes peut-être le plus grand problème de Joe Girardi comme gérant. Alors, j'en fais pas de cas, là, je suis pas en train de dire que Girardi n'aura pas de poste au cours de la semaine prochaine. Je fais juste dire que quand tu vois publiquement, pas publiquement, mais à travers les caméras de cette façon-là, où on voit ce Ouais. genre de choses-là, c'est jamais bon. Évidemment, il y a des données qu'on n'a pas. Par exemple, quel est le rôle précis de Joe Girardi? Quel est son mot à dire dans la façon dont les joueurs sont utilisés et tout ça? On connaît les tendances au sein de certaines équipes. On le sait avec les Rays, on le sait avec les Dodgers. Les Red Sox, c'est probablement proche de ça avec les Phillies, avec un gérant avec cette expérience-là. Bon, quelle est la dynamique? Ça, c'est des données qu'on n'a malheureusement pas. Difficile de croire, par contre, que George Girardi n'est qu'un gérant qui exécute ce qu'on lui dit avant le match. Bon, est-ce qu'il s'est adapté au reste de l'évolution du baseball au cours des 20 dernières années? C'est peut-être la question principale. Là. Ben, mais tu sais, Alain, peu importe. En fait, je te dirais peu Ouais, importe. Ça reste que Girardi, tu sais, que tu te ouais, fasses dire qui va jouer, c'est quand même mhm, toi qui contrôle le vestiaire. C'est quand même toi qui est ouais, celui qui doit s'assurer que tout le monde, bon, soit prêt, joue. Je sais que c'est des professionnels, mais ça reste qu'un gérant a un rôle important à jouer à ce niveau-là. Et nonobstant le fait qu'il décide ou non qui doit jouer, qui doit pas jouer, c'est ouais, lui qui doit créer cette relation-là de confiance. ouais. Alors là, c'est vraiment testé là, en ce moment, là, ce qui se passe avec les Phillies. Je veux qu'on revienne sur une équipe dont on a parlé au tout début, les Twins du Minnesota. Tu as mentionné les problèmes. En relève, c'est épouvantable. On a gaspillé je ne sais pas combien d'avance depuis le début de l'année. D'ailleurs, peu importe la façon dont les statistiques sont présentées, c'est la pire relève du baseball majeur présentement. Généralement, ce n'est pas l'aspect sur lequel la direction va mettre de l'accent. Mais quand on regarde la façon que ça se passe, c'est que c'est historiquement mauvais. Les releveurs qui s'amènent avec des coureurs sur les sentiers, des coureurs viennent marquer un rythme qu'on n'a pas vu depuis une cinquantaine d'années. Ça vous donne une idée là, jusqu'à quel point c'est vraiment pas bon chez les Twins. Est-ce que ça pourrait marquer un tournant au sein de cette équipe qui, pourtant, il y a pas bon, il y a 2 ans à peine, avait établi un record du baseball majeur pour le plus grand nombre de coups de circuit, avec des lanceurs partants, ça donné une certaine profondeur. Là, on a l'impression que le bateau est en train de chavirer, puis le capitaine ne sait pas de quel côté aller. Là. Ben, exact. Et tu sais, une équipe peut gagner en confiance rapidement avec quelques victoires d'affilée, mais une équipe peut aussi perdre cette confiance-là rapidement avec la situation qu'on vit avec les Twins. C'était vraiment, puis je pense que c'est juste que ce que tu as dit, on n'a pas vu ça depuis fort longtemps, on parle d'une cinquantaine d'années, mais Mhm. tu as vraiment l'impression que peu importe qui t'amène en relève, on n'arrive pas avec la bonne attitude. Là. Je comprends qu'on a Ouais. échoué plus souvent qu'autrement, là, mais c'est extrêmement difficile ce qui se passe et c'est frustrant parce que bon, les frappeurs continuent quand même de produire, mais là, l'équipe ne gagne pas. Je l'ai mentionné, 11 matchs et demi déjà derrière les meneurs.
faut vraiment que l'organisation se pose la question, est-ce qu'on essaie de sauver cette saison-là immédiatement ou est-ce qu'on s'en va ailleurs avec ça? Donc, c'est franchement, du côté des Twins, c'est tout un défi qu'on aura à relever à ce niveau-là. Et je pense qu'il faut prendre la décision plus tôt, plus tard, Alain, parce que, comme j'ai mentionné, 11 matchs et demi, vous allez dire, oui, mais encore le trois quarts de la saison. Ça reste que ça reste que rattraper 11 Ouais. matchs et demi pour les White Sox qui vont très bien. Je trouve que le défi est déjà énorme. Ouais, ça va prendre une série de victoires comme celle des Aces d'Oakland qui ont réussi à racheter un très mauvais début de saison avec bon, une douzaine de victoires consécutives. C'est peut-être le médicament là, dont ont besoin les joueurs des Twins présentement. Au cours de la dernière semaine, évidemment, on regarde à Montréal, bon, les amateurs qui regardent la situation pour le retour possible d'une équipe, regardent ce qui se passe à Oakland. Bon, baseball majeur qui a émis un ultimatum à la ville d'Oakland. On sait que ça fait fort longtemps qu'on attend un stade. Ça doit faire. La situation des Aces vivote depuis 40 ans. Cette équipe-là était supposée d'aller à Denver à la fin des années 70. Juste pour te donner une idée, ce n'est pas d'hier qu'on parle de la situation des Aces. Sauf que bon, on a parlé des villes potentielles où l'équipe pourrait déménager. Je pense qu'il faut mettre un petit frein aux attentes dans le sens où si cette équipe, je dis bien si cette équipe devait déménager, ce ne sera pas sur la côte Est, mais plutôt dans des marchés qui seraient disponibles. Je pense à Portland notamment, ou peut-être, bon, Seattle aime bien qu'on ait le marché du Nord-Ouest tout seul, mais avoir un voisin avec une belle rivalité, peut-être une chose, puis voyager un peu moins de temps en temps, là, je pense que les Mariners ne détesteraient pas avoir un voisin dans ce sens-là. Ou même Vegas à ce niveau-là. C'est que Vegas Encore. est un marché avec Oui. que le hockey a réussi. Est-ce que le baseball peut réussir là? Mhm, Moi, je ne crois pas au déménagement des Aces. Je trouve que c'est mhm. dans le sens que c'est tellement une Ouais. équipe qui, je sais pas, qui est ancrée. Je verrais mal cette équipe-là quitter. Par contre, je comprends là, qu'il y a des défis, puis ça avance pas, puis ça aboutit jamais, puis la ville, puis ci, puis ça. Je comprends le commissaire qui tente. Écoute, rappelle-toi, à la fin de la dernière convention collective, on avait les mêmes propos. Il faut régler Mhm, les A's, on va mettre de la pression sur les A's, on va mettre de la pression sur les Rays. Là, la convention se termine à la fin de la saison. Oups! On a une pression du commissaire, vous avez le droit d'aller ailleurs. Euh, mais je suis d'accord avec toi, je ne vois pas du tout les A's s'en aller sur la côte Est. On veut au ouais. contraire équilibrer tout ça. Si jamais il y a expansion, il y aura aussi expansion, au moins une des deux équipes potentielles qui s'installerait sur la côte ouest. Ouais. Donc, je verrais très mal. Par contre, ça serait une bonne chose que les A's puissent en venir à une entente, puissent en venir avec un projet là, qui va vraiment démarrer. C'est bon pour le baseball parce que, tu sais, l'expansion, on veut bien, mais si tu as deux franchises qui tirent de la patte, il n'y en Mhm, aura pas d'expansion à ce moment-là. Alors, il faut vraiment ouais. qu'on règle le problème des A's. Puis peut-être que si on pouvait régler ce problème-là, éventuellement, bien, ça pourrait faciliter ou accélérer le processus au niveau des Rays et vice-versa d'ailleurs. Donc, Ouais. euh, c'est important que le baseball règle ces marchés-là. On va se le dire, le Oakland Coliseum est désuet à bien des égards, même si c'est quelque chose d'assez unique lorsqu'on va voir un match des A's d'Oakland. Mais on aimerait ça que ces dossiers-là avancent parce que c'est vrai que ça Ouais. traîne. Euh, concrètement, là, on parle d'une dizaine d'années là, où il y a des pourparlers sérieux, mais qui aboutissent Mhm, absolument à rien encore. Donc, on fait du mhm. surplace, ça commence à être frustrant pour bien des gens. Bon, un petit mot sur les Blue Jays de Toronto. Une bonne semaine. Vlad qui continue de frapper. Moi, le joueur qui, bien franchement, qui m'épate, et chapeau Blue Jays de Toronto et à Pete Walker, c'est Robbie Ray, qui on l'avait vu l'année passée, il avait retrouvé sa balle rapide, mais pour la première fois, je te dirais, depuis le début de sa carrière, c'est qu'il a réussi à diminuer de façon importante son nombre de buts sur balle. Ça ne veut pas dire qu'il ne gaspille pas de lancer. D'ailleurs, le match contre les Phillies dimanche est la preuve, bon, seulement 5 manches, on aurait voulu qu'il en donne plus. On a utilisé plus de releveurs qu'on aurait voulu dans un match qui, à un moment donné, semblait hors de portée. Mais globalement, Robbie Ray est redevenu le lanceur ben, écoute, qui produisait un bon rythme avec les Diamondbacks de l'Arizona. Et rappelle-toi, il a signé très rapidement son contrat avec les Mhm, Blue Jays après la saison. Il devenait joueur autonome, mais mhm, il n'a pas négocié avec bien les équipes. Il voulait retourner à Toronto. Pourquoi?
Tu l'as dit, il y a une espèce de connexion qui a été créée pour que mécaniquement, on a trouvé des solutions, on a travaillé ensemble. Et dès le départ, dès le début de la saison, ça a apparu. Donc, un joueur veut toujours connaître du succès lorsqu'il réussit, lorsqu'une organisation lui montre le droit chemin, là, si je peux appeler ça ainsi, Mhm. ça fonctionne. Donc, les Blue Jays ont vraiment bien réussi dans ce dossier-là. Non seulement, bon, on a incité Ray à rester, mais on l'a convaincu qu'on pourrait transformer quelque chose dans sa mécanique, sa façon de lancer, son approche vis-à-vis des frappeurs. Et c'était un bon mariage. Et le fait qu'il ait signé rapidement, moi, ça me donnait quand même confiance qu'il puisse réaliser ce qu'il réalise justement. Et mine de rien, ça donne 3 partants assez solides aux Blue Jays de Toronto. Tu as Injun Ryu qui est aussi solide qu'avant, sinon même meilleur. Steven Matz qui surprend, on va se le dire. Très bonne acquisition du côté des Jays. Et le travail de Robbie Ray. Alors, soudainement, on a quelque chose de bien du côté des Jays. On frappe bien. Ça, c'est sans George Springer en plus. Imaginez lorsque Springer sera de retour. Euh, on a des joueurs qui ont vraiment pris. Tu sais, moi, je regarde ce que Randall Grichuk a fait depuis le début de la saison et bravo. On se demandait s'il a été un régulier. À la force des choses, il l'a été et il a saisi l'occasion. Probablement le meilleur début de saison de sa carrière jusqu'à maintenant. Mais le point que je voudrais souligner avec les Blue Jays, c'est le jeu de Vlad. Je sais qu'on en a déjà parlé plus souvent, assez souvent, mais le jeu au premier but de Vladimir, on parle de son coup de bâton qui est Mhm. exceptionnel, beaucoup plus discipliné que son père en tout cas, et Ouais. ce qui fait en sorte qu'à 22 ans, il ne faut pas oublier qu'il n'a que 22 ans, il a accompli des choses tout à fait extraordinaires déjà dans le baseball majeur. Alors, son évolution en attaque est extraordinaire, mais bien honnêtement, son jeu au premier but me surprend agréablement d'ailleurs, au point où je me demande s'il ne veut pas forcer l'organisation à dire hey, j'aimerais ça, moi, essayer de jouer au troisième but. Et honnêtement, il est en train de démontrer qu'il aurait droit à aller essayer à nouveau de jouer au troisième but. Je le trouve habile, je le trouve agile. Évidemment, on sait qu'il a perdu beaucoup de poids. Alors ça, c'est quelque chose peut-être qui serait intéressant à suivre. Je ne dis pas cette année nécessairement, là. Mais c'est peut-être une option. Ça donnerait une belle option additionnelle, et non seulement à Vlad, mais aux Blue Jays de Toronto. Si Vlad était capable de retourner au troisième, et je ne dis pas d'être le meilleur joueur de troisième but défensif du baseball, mais s'il apporte le jeu qu'il a fait jusqu'ici au premier but, il l'apporte au troisième, moi, je trouve qu'il y a des choses qui pourraient être intéressantes. Je ne veux pas qu'on abandonne à 22 ans sur Vlad Guerrero en disant que c'est un premier but frappeur de choix. S'il avait gardé le poids qu'il avait à sa première saison, je vous dirais, mais là, il s'est pris en main et ça paraît, je l'ai dit, plus habile, plus agile. Il y a peut-être des choses intéressantes. Moi, en tout cas, je ne fermerai pas la porte tout de suite à cette possibilité-là. Ben, c'est sûr que sur son portefeuille, ça paraîtrait. Un troisième but qui frappe a un peu plus de valeur qu'un premier but, ne serait-ce que par l'importance en défense de cette position-là qui est supérieure à celle là, au premier but. Pour terminer, j'aimerais ça qu'on parle d'un jeu qui a fait parler pas mal au cours des derniers jours, c'est-à-dire, en fait, le match qu'on a fait dimanche entre les Padres de San Diego et les Cards de Saint-Louis. Euh, je ne sais pas comment qualifier la course de Manny Machado qui est entré en collision avec Tommy Edman. Ça a fait jaser parce que, bon, Edman a été un peu secoué, blessé probablement pas, mais on l'a vu secoué sur le jeu. Il a empêché un double jeu Machado. J'ai pas aimé, moi, la réaction de Machado. On va oublier que c'est Manny Machado, le joueur qui a une feuille de route qui est pas, bon, qui est pas très positive, bon, à quelques reprises, euh, s'est mis du monde à dos, mais on va oublier le fait que c'est Manny Machado qui courait. Moi, bien franchement, personnellement, bon, et j'aurais dû le dire sur le coup, euh, j'ai il me semble que c'est une obstruction. Le gars, écoute, il est entré dans les jambes carrément d'Edmond. Tu pisses jamais au milieu d'une course entre les buts. Que ce soit près du coussin, je peux le comprendre. Mais le but était de foncer dans Tommy Edmond pour empêcher un double jeu. Que tu cours, que tu arrêtes, que tu recules, que tu avances, et même à la rigueur, que tu te diriges vers le joueur en défense, ça ne me dérange pas. Mais glisser de la sorte, alors que tu es à 45 pieds, tu es en plein milieu des deux buts. Je- euh, si c'est pas une obstruction, c'est quoi une obstruction? Ben, bon, premièrement, je ne suis pas d'accord avec toi du tout. OK. Moi, je pense que, bon, première des choses, on ne peut pas oublier que c'est Manny Machado.
Parce que si c'est Freddie Freeman qui agit de la sorte, est-ce qu'on a cette discussion-là en ce moment? Écoute, la question se pose, On n'a pas la discussion. elle est pertinente. On n'a pas la discussion, Alain, je te le dis. Si c'est Freddie Freeman qui agit de la sorte, on va dire brillant, excellent jeu. Je te le dis, là, on enseigne ça. On enseigne. Lorsque le joueur, là, la balle est frappée, là, est-ce qu'il veut rentrer dans un retrait facile, sachant que ça va tourner en double jeu? Non. Tu comprendras qu'il faut bon. Quelles étaient ses options, outre le fait que je rentre comme Albert Bell l'a déjà fait, où je matraque complètement le joueur de deuxième but avec une mise en échec? Alors, on nous enseigne de glisser. Bon, est-ce que c'est de glisser carrément dans les jambes? Parce qu'il n'y a pas d'autre option. Là. Honnêtement, pour Machado, la balle est frappée, il est en course. Là, il voit le premier but, c'est-à-dire le deuxième but qui fonce vers lui. Alors, il ne peut pas y avoir d'obstruction parce que le couloir appartient au joueur, au coureur. Il appartient au coureur. Rappelle-toi la décision, il y a à peu près une semaine ou deux, là, au premier but. Il n'y a même pas eu de contact avec le coureur qui s'en allait au premier but. Je ne sais pas si tu te souviens de la situation. Là, Oui. là l'arbitre a dit obstruction quand même parce que, bon. Alors, le couloir appartient au coureur. Le joueur en défense, ben, il fait son possible. Puis le coureur, tu ne veux pas, évidemment, carrément entrer dans un double jeu parce que ben là, je ne glisserai pas parce que je suis à mi-chemin. Je ne peux pas foncer dedans parce que là, c'est vraiment une mise en échec. Alors, le jeu, c'est quoi? C'est de glisser. Parce que là, tu forces à ce moment-là le joueur en défense à se pencher pour venir toucher au coureur. Et tu sais quoi? Sur la séquence, Edmund n'a jamais touché à Machado. Et Machado a été retiré pour l'unique raison, c'est qu'il a quitté sa ligne pour aller à l'abri. C'est là que l'arbitre a levé le bras et il a dit retirez. Parce qu'avant ça, il n'a jamais touché. Donc, techniquement, il aurait pu continuer à se lever et aller au but. Il aurait été sauf. Alors, mais on ne peut pas enlever le fait que c'est Machado et on sait à quel point il a été impliqué dans quelques jeux là, similaires qui fait qu'à un moment donné, on se dit, bon, est-ce que c'est un joueur salaud ou est-ce que bon. Mais honnêtement, c'est ce qu'on enseigne. Et d'ailleurs, Alain, on n'est pas les seuls. Les deux équipes de commentateurs, des deux équipes qui ont fait ce match-up, plus nous autres, donc les trois équipes de commentateurs, on avait pas mal la même réaction, c'est-à-dire, ben écoute, c'est ça le jeu, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Il ne devrait pas avoir de conséquences à tout ça. Là, c'est sûr qu'en revenant, en entendant toutes les critiques, parce que c'est le fait que c'est Machado, ben là, ça a questionné tout le monde. Il y a même des gens qui ont parlé de suspension à un certain moment donné. Donc, mais ça reste un jeu. Moi, je trouve que c'est même un jeu. C'est ce que le coureur doit faire. Si c'était à refaire, moi, je pense qu'on pourrait refaire la même chose. Et si ça avait été Freddie Freeman, si ça avait été, je ne sais pas, moi, Mike Trout, on aurait peut-être dit, hey, c'est un jeu. C'est ça qu'il faut faire. Tu ne veux juste pas rentrer dans le deuxième but à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est que c'était correct. Il n'y a personne qui a été blessé, mais ça reste un jeu, selon moi, qui est parfaitement adéquat dans la situation qu'on a vue. Ouais, moi, ce qui me dérange un peu dans ce jeu-là, c'est le fait que je veux dire, à part pour, commettre de l'obstruction, il y a aucune raison pour laquelle un joueur va glisser dans une course entre le premier puis le deuxième ou entre le deuxième et le troisième, peu importe là, mais entre Oui, 2 coussins. ben oui, il y a une raison, Alain. Tu veux pas que le joueur en défense te touche en restant debout. OK, toi, t'es mort, puis je lance au premier but, puis c'est fini. Dans les souricières, moi, là, je me souviens, écoute, j'étais un peu victime de ma vitesse, puis à chaque camp d'entraînement, lorsque l'équipe des Dodgers s'exerçait aux souricières, j'étais le premier à appeler. Viens-t'en parce que j'étais bon en souricière. J'étais bon à arrêter, puis donc, ben, c'est ce qu'on me disait. Là, à un moment donné, là, si tu vois que le joueur tu commences à être coincé, jette-toi à terre, glisse au sol, trouve le moins. Alors, le joueur est obligé de faire quoi? Il est obligé vraiment de se pencher, d'aller donc appliquer le gant, ce qui lui enlève peut-être une coordination de se retourner, puis peut-être essayer d'aller chercher un autre retrait ailleurs. Alors, c'est des choses qu'on enseigne. Alors, c'est pour ça que moi, que tu glisses à 45 pieds du but, c'est pas ça qui va me déranger. Moi, ce que je veux, c'est d'éviter que je tombe dans un double jeu à ce Mmh. moment-là. Est-ce que le jeu idéal aurait été que Machado freine dès le départ? Probablement, pour Mmh. forcer Edmund à venir vers lui. Puis à ce moment-là, Edmund doit prendre une décision. Est-ce que je lance aux deux ou est-ce que je l'applique mon gant contre Machado? Je lance au premier but ou j'applique mon gant contre Machado? Mais si Machado s'est compromis un petit peu trop tard,
ben, de glisser devient probablement sa seule option. Ouais. Écoute, on pourrait parler très longtemps, je pense, de ce jeu-là. Juste dire que si c'est Trout et Freddie Freeman qui courent, je pense pas qu'ils glissent dans les jambes de Tommy Edman. Tu as peut-être raison en disant que Machado, c'est pas de lui, peut-être qu'on parlerait pas de ce jeu-là. C'est peut-être un des seuls joueurs dans le baseball majeur. Ceci dit, c'est moins pire qu'un coup d'avant-bras au visage. Ça, je suis d'accord avec ça. Là, bon, Albert Bell avait. C'est qui? C'est Fernando Vigna, je pense, qui avait été victime de ça, de José Ah, Valentin. Bref, donc c'était moins pire un peu. Et il y a des glissades pas des années mal. 70 qui étaient pires que ça, Marc. Ben oui, puis il y a c'est pour ça qu'on a la règle Chase Utley aujourd'hui au Oui, deuxième. Là c'est vrai qu'on exagérait beaucoup parce que là, on quittait vraiment la ligne des buts, on glissait passer le coussin à l'époque. Écoute, on acceptait à peu près n'importe quoi. Donc, c'est correct qu'il y a des règles, mais dans ce cas-ci, honnêtement, je pense qu'il y avait ça aurait pas dû faire être aussi populaire que ça l'a été, là, où ça fait jaser oui. autant, selon moi. Là. À la limite, je pense que c'est un jeu qui devait se faire et puis on aurait dû passer à autre chose. Mais c'est Manny Machado, donc il faut en jaser. Bon, écoute, est-ce qu'il va nous faire jaser encore d'ici la fin de la saison? Si oui, on espère que ce sera par son coup de bâton accompagné de Tatis avec les Padres de San Diego. Voilà ce qui complète ce balado. Je vous invite à notre prochain match qui sera demain mercredi. On verra les Phillies de Philadelphie. On espère que l'harmonie sera revenue au sein de cette équipe. Et ce sera contre les Marlins de Miami. Les Marlins qui sont toujours dans le coup, comme toutes les équipes de la section Est de la nationale de toute façon. Donc, c'est un match qu'on vous présente à compter de 19 h ce mercredi. Merci d'avoir été des nôtres. Marc, je te souhaite une bonne fin de journée. On se revoit demain mercredi. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.